Merci. On va maintenant passer au dossier numéro 2. Donc, vous recevez aux urgences Madame F, 51 ans, qui est victime d'une chute mécanique de sa hauteur à la marche. Elle se plaint d'une intense douleur au poignet droit et quand vous commencez à l'interroger, elle fond en larmes et elle vous explique qu'elle est désespérée par tout ce qui lui arrive. Elle est sous paroxétine et elle est en arrêt de travail depuis 2 ans pour un syndrome dépressif. Question 1, vous suspectez une fracture de l'extrémité inférieure du radius. Détaillez votre examen physique. Question 2, interprétez les radiographies suivantes. Troisième question, quel traitement proposez-vous en le justifiant? Quatrième question, 2 jours plus tard, Madame F revient aux urgences. Elle se plaint de douleurs insupportables sous son plâtre. La mobilisation des doigts est douloureuse et elle décrit des paresthésies diffuses dans les doigts. Quel diagnostic redoutez-vous et quelle est votre attitude immédiate? Question 5. 30 minutes après le début de votre prise en charge, les symptômes restent inchangés malgré l'instauration de traitements antalgiques. Quel est votre diagnostic? Quels éléments vous permettent de le distinguer du diagnostic évoqué à la question précédente? Question 6. Quelle est alors votre attitude thérapeutique en la justifiant? Question 7. Le problème est finalement d'évolution favorable et vous revoyez la patiente au 2e mois. Elle s'effondre en sanglots sur votre bureau de consultation, se plaignant de douleurs atroces du poignet. Cliniquement, celui-ci est très inflammatoire, la peau est lisse et suintante et elle hurle quand vous essayez de le mobiliser. Quel diagnostic suspectez-vous et sur quels arguments? 8e question, quels examens complémentaires proposez-vous pour confirmer le diagnostic et qu'en attendez-vous? 9e question, quel traitement proposez-vous? Donc on va passer à la correction de ce dossier qui ressemble un peu à ce qui est tombé aux ENC cette année, donc en 2007. Et j'ai volontairement insisté sur les questions de complications sous plâtre, parce que c'est quelque chose qui n'était pas très clair dans le dossier qui est tombé et qui, je pense, est important à préciser, la différence entre la compression sous plâtre et le syndrome d'éloge. Vous allez le voir. Tout d'abord, la question 1. Donc, vous suspectez une fracture de l'extrémité inférieure du radius. Détaillez votre examen physique. Alors, encore une fois, il s'agit d'un examen physique et non pas d'un examen clinique, donc on va chercher exclusivement des choses cliniquement évidentes. En faveur du diagnostic, on va chercher une impotence fonctionnelle totale et douloureuse, la fameuse déformation en dos de fourchette, la main-botte radiale et un œdème du poignet. Alors l'œdème du poignet, c'est vraiment très important, pas en termes de cotation, parce que ça rapporte pas beaucoup de points dans le dossier qui est là, mais c'est très important dans la vraie vie, parce qu'un poignet fracturé, en général, il est énorme, il est très inflammatoire, et on ne voit pas les fameuses déformations, en tout cas on voit rarement les déformations typiques dos de fourchette, main-botte radiale. C'est l'œdème du poignet qui est le plus fréquent cliniquement et c'est ce qu'il faut bien penser à préciser. Et enfin, deuxième partie, la recherche de complications. Alors vous voyez que la réponse est détaillée en 2 parties. D'abord on cherche les arguments qui vont permettre de confirmer le diagnostic et ensuite on cherche les arguments en faveur d'une complication. Vous voyez que si vous avez la moitié de la réponse, vous avez la moitié des points. C'est très important de penser à chercher des complications et c'est surtout très important de penser à aller au-delà de ce qu'on aurait envie de dire simplement de prime abord. Cherchez toujours quand vous répondez à une question si vous ne pouvez pas prendre encore plus de points. Les complications, c'est à la fois important parce que c'est grave et c'est important parce que c'est quand même assez fréquent. Donc vraiment, il faut y penser, chercher des complications. Quelles sont-elles? Eh bien, les complications des fractures les plus fréquentes. Donc c'est les complications cutanées. Alors, en inspection, on va chercher une fracture ouverte. Les complications vasculaires, donc par la palpation des pouls distaux. Et puis, la recherche d'un déficit sensitivo-moteur des doigts qui pourrait évoquer une lésion nerveuse. Donc, vous connaissez le fameux triptyque peau-pouls-nerfs. C'est quelque chose qui vous permet d'avoir à l'esprit ces 3 complications qui sont les principales, en tout cas à court terme, des fractures. Donc, vraiment, c'est indispensable de la chercher, ça apporte des points et ça évite des problèmes. Question 2, interprétez les radiographies suivantes. C'est une question qui est vraiment indispensable de savoir maîtriser parfaitement. Vous voyez qu'en fait, quand on répond à une question interprétée des examens, on commence toujours par dire qu'est-ce que c'est comme radio, de phase, de profil, etc. En tout cas, il faut toujours préciser de quoi on parle. Ça rapporte pas forcément des points, mais ça éclaircit considérablement votre copie et de toute façon, ça vous donne une clarté qui est très utile et très appréciée du correcteur. Et ensuite, on décrit ce qu'on voit. Par pitié, pas de nom propre, pas de classification, rien du tout. En première intention, vous commencez par décrire la fracture, par décrire la radio. D'abord, ça vous permettra de gagner des points, même si vous vous trompez dans le nom. Ah non, j'ai mis Poutocol au lieu de Gérard Marchand. C'est pas grave. Si jamais vous avez mis la description de la fracture, si jamais vous avez mis précisément ce que vous voyez, vous aurez des points de toute façon.
Donc c'est vraiment important, d'abord dans le raisonnement et ensuite dans le score, évidemment. Donc là, en fait, on voyait une fracture de l'extrémité inférieure du radius. Il faut dire où elle se trouve, hein, c'est quand même important. C'est une fracture qui est transversale. Transversale, ça s'oppose à des fractures qui seraient longitudinales ou spiroïdes. Métaphysaire, elle est au niveau de la métaphyse du radius. Extra-articulaire. Extra-articulaire, c'est très important. C'est très important. Vous voyez qu'elle n'est pas articulaire. En tout cas, on n'a pas d'argument sur cette radio, sur ces deux clichés d'ailleurs, pour penser qu'elle est articulaire. Et ça peut quand même considérablement changer le traitement. Donc il faut absolument le préciser. C'est quelque chose de systématique. Il faut le dire. Sur la face, on voit une horizontalisation de la ligne bistyloïdienne, un index radio-ulnaire qui est négatif. Donc je vais juste vous rappeler, parce que c'est quand même important. Voilà. Hop. Donc vous voyez sur cette radio ici la fracture, voilà, qui est métaphysaire extra-articulaire. L'index radio-ulnaire distal qui est négatif. Alors l'index radio-ulnaire distal, en fait, le bord radial de l'extrémité inférieure de l'ulna, c'est ça, normalement s'arrête 2 mm au-dessus du bord ulnaire de l'extrémité inférieure du radius, donc c'est ça. Vous voyez qu'ici, en fait, ils sont à peu près au même niveau. Voire parfois, on a carrément l'ulna qui descend sous le radius. Ça, c'est un point très important. Sur le dossier qui est tombé aux ENC cette année, en tout cas en 2007, c'était le seul moyen qu'on avait pour trouver le côté de la fracture. Il fallait regarder sur les radios, la première radio de la fracture et ensuite sur la radio de la fin du dossier, et c'était le seul moyen qu'on avait. Donc c'est un argument très important, cet index radio-ulnaire. Ensuite, vous voyez que vous avez une ligne bistyloïdienne qui est complètement horizontalisée. Donc ça, c'est les arguments sur la radio de face. Sur la radio de profil, vous avez la fracture qu'on voit très bien ici. Voilà. Vous voyez surtout que vous avez une bascule postérieure de la glène. Comment savoir si on est à l'avant ou à l'arrière d'une radio de profil? C'est très simple. Il suffit de regarder la colonne du pouce. Ça, c'est le pouce. Ok, le pouce est vers l'avant. Donc, il s'agit ici de la face palmaire et ici de la face dorsale. Et donc, vous voyez que la glène radiale regarde vers l'arrière. Il y a une bascule postérieure de la glène. Normalement, elle regarde un peu vers l'avant. Et là, elle regarde vers l'arrière. Donc c'est un argument très important de fracture, et surtout c'est un argument qui va permettre de modifier considérablement la prise en charge thérapeutique, comme on va le voir un peu plus loin. Donc voilà, la fracture des inférieure du radius, transversale métaphysaire extra-articulaire, avec l'horizontalisation de la ligne bistyloïdienne et l'index radio-ulnaire négatif. Il y avait sur la radio un arrachement de la styloïde ulnaire, là, on voit ici. Voilà, c'est important de le préciser. Et ça, c'est très important, une déminéralisation osseuse diffuse. Il faut le dire toujours. Enfin, je veux dire, un dossier de fracture de femme âgée, c'est évident que même si vous ne voyez pas, si ça vous saute pas aux yeux qu'il y a une déminéralisation osseuse diffuse, c'est évident qu'il faut le dire, parce que c'est évident que c'est une dame qui est porotique. Un poignet, la fracture du poignet, c'est la première localisation fracturaire chez les femmes ostéoporotiques. C'est évident qu'il va falloir le dire. C'est ce qu'on attend de vous. On attend cette phrase-là, la déminéralisation osseuse diffuse. Donc, vous ne passez pas 3 heures à la chercher, mais de toute façon, vous en parlez. Alors, vous voyez effectivement que c'est un os qui est un peu porotique. Bon. Précisez-le, c'est important et ça rapporte des points. Sur le profil, il y a cette fameuse bascule postérieure de la glène radiale. Il n'y a pas de comminution postérieure. C'est important ça, la comminution postérieure. Ici, vous voyez, en fait, que la corticale postérieure est juste fracturée. Une comminution, ce serait une espèce de bouillie postérieure. Ça modifie le traitement. En fait, c'est une contre-indication à certains types de branchage. Donc, il faut le savoir, il faut le dire en tout cas. Donc, bascule postérieure sur comminution postérieure. Et donc, seulement maintenant, seulement après une description rigoureuse, systématique, détaillée de vos radios, de face comme de profil, vous avez le droit, enfin, de mettre un nom propre que vous attendez tous depuis le début, la fracture de Gérard Marchand. Voilà, mais c'est rien du tout en termes de score, finalement. C'est un nom propre qui permet pas du tout de gagner beaucoup de points. C'est la description qui va gagner des points. Et c'est toujours très élégant de dire que c'est un os d'aspect ostéoporotique. Voilà comment vous devez détailler vos réponses d'analyse radiologique. C'est indispensable de garder pour la fin ce qui est le plus évident et de prendre le temps d'être systématique, rigoureux et étape par étape de décrire vos clichés. Troisième question, quel traitement proposez-vous en le justifiant? Alors c'est un traitement chirurgical, hein, toujours, est-ce que c'est chirurgical ou non chirurgical? Là c'est vraiment la problématique des fractures de l'extrémité inférieure du radius. Dans quelle mesure on les opère parfois, dans quelle mesure on ne les opère pas? C'est quelque chose que vous devez savoir et qu'on justifie ici dans la deuxième partie de question. D'abord on décrit le traitement précisément, il est chirurgical.
Il y a un tétraptyque en orthopédie, en tout cas en traumatologie. C'est 4 mots que vous devez en permanence placer dans les questions de traitement de fracture, ou en tout cas en permanence chercher à placer. Le tétraptyque, c'est réduction. Alors ici, c'est par manœuvre externe. Contention. Ici, c'est par une ostéosynthèse. Immobilisation. Ici, c'est par un plâtre post-opératoire. Et rééducation. Ces mots-là sont vraiment les maîtres mots de l'orthopédie traumatologique. C'est indispensable de les poser. Et en plus, si vous avez la chance de pouvoir les mettre aussi clairement que dans ce dossier-là, mettez-les en majuscule. C'est très classe, le correcteur sera content. Il n'aura pas à chercher pendant 3 heures vos mots-clés. Donc vraiment, insistez le plus possible pour poser ces mots-là dans les dossiers de traumatologie. Pourquoi on fait un traitement chirurgical? Puisqu'on demandait dans la question de justifier votre attitude thérapeutique. Pourquoi on fait un traitement chirurgical et pas un traitement orthopédique par un plâtre? Eh bien, le traitement orthopédique est inadapté. Ça rapporte toujours des points de le dire. On fait de la chirurgie parce qu'on ne peut pas faire autrement. Pourquoi le traitement orthopédique est inadapté? La fracture est instable. Vous voyez qu'il y a un arrachement de la styloïde ulnaire. Donc, c'est des fractures c'est un argument d'instabilité de la fracture. Et donc, ça risque de se déplacer secondairement sous le plâtre. Et ensuite, la fracture est déplacée. Donc, il y a un risque de calvitieux en position qui est non fonctionnelle. C'est pour ces 2 raisons-là que, a priori, on pense qu'on a intérêt à opérer la patiente. Question 4. 2 jours plus tard, Madame F revient aux urgences. Elle se plaint de douleurs insupportables sous son plâtre. La mobilisation des doigts est douloureuse et elle décrit des paresthésies diffuses dans les doigts. Quel diagnostic redoutez-vous? Quelle est votre attitude immédiate? Alors, attention. Là, j'insiste sur de la terminologie. C'est très important. Ce tableau-là, c'est pas un tableau de syndrome d'éloge. Ce tableau-là, c'est un tableau de compression sous plâtre. Compression sous plâtre. C'est indispensable à comprendre. On en reparlera à la fin du dossier, mais il faut comprendre la différence entre les deux. Un syndrome d'éloge, c'est une augmentation de volume au contact d'un élément noble dans un espace inextensible, un espace biologique, c'est une aponévrose, etc. Mais le plâtre lui-même peut être enlevé sans ouvrir le malade, donc ça va complètement transformer le traitement. On ne traite pas du tout pareil un syndrome d'éloge et une compression sous plâtre. La compression sous plâtre, c'est une complication iatrogène, c'est une complication du traitement de votre fracture. D'accord? C'est quelque chose qui est indispensable à bien distinguer la compression sous plâtre et le syndrome d'éloge. C'est pour ça que j'ai fait 2 questions dans ce dossier-là, différentes, en insistant sur les différences entre les deux. Donc là, ici, on crée une compression sous plâtre. L'attitude thérapeutique, c'est une urgence absolue. Si vous ne mettez pas ça, c'est un problème. Si vous ne mettez pas ça, c'est un problème parce qu'il faut vraiment comprendre que là, c'est un malade qui ne doit pas attendre 5 heures aux urgences avant que vous veniez le voir à la fin de votre visite. C'est un malade qui ne doit pas attendre la relève, la fin de la CV, je ne sais pas. C'est un malade que vous devez voir tout de suite. Une douleur sous plâtre, une suspicion de compression sous plâtre, c'est tout de suite. C'est une urgence absolue. Qu'est-ce qu'on fait? Alors attention, il y a plusieurs attitudes thérapeutiques possibles, mais de toute façon, il faut faire sauter le plâtre. Soit on le bivalve. L'avantage du bivalvage, c'est que ça permet de garder une attelle postérieure qui permettra d'immobiliser le malade. Soit on l'enlève complètement et puis on fait une attelle. De toute façon, il faut penser à enlever le plâtre, ça c'est évident, sinon c'est 0. Et il faut penser aussi à immobiliser votre malade, elle est fracturée quand même, donc il faut refaire une immobilisation. Donc c'est important de penser à soit garder une attelle postérieure si vous faites un bivalvage, soit à refaire une attelle si vous enlevez complètement le plâtre. Surélévation du membre supérieur. Pourquoi? Parce qu'un membre qui tombe, c'est un membre qui gonfle. Donc, pour éviter que ça gonfle, on le surélève, ça diminue l'œdème, et donc ça peut parfois diminuer les syndromes de compression. Et on fait une surveillance clinique rapprochée. Ça sert à rien de bivalver un plâtre et de s'en aller. Il faut bivalver le plâtre et surveiller. Surveillance, c'est indispensable. Il faut surveiller plusieurs choses. Il faut surveiller un examen sensitivomoteur systématisé par territoire, médian une nerf radiale, pour voir s'il n'y a pas des arguments pour une compression d'un de ces nerfs-là. Un examen vasculaire, donc on prend le pouls distal, on regarde la saturation doigt par doigt, on regarde la recoloration des pulpes, on palpe les loges musculaires et on évalue la douleur et l'examen neurologique. Pourquoi? Eh bien, comme vous avez vu dans l'énoncé, la suite du dossier va être une évolution défavorable, comme on va le voir. 30 minutes après, les symptômes restent à changer, malgré l'instauration de traitement antalgique. Quel est votre diagnostic? Et là, on n'est plus du tout dans le cadre d'une compression sous plâtre, puisqu'il n'y a plus de plâtre. On a enlevé le plâtre dans la question précédente. Qu'est-ce que c'est? C'est donc un syndrome d'éloge. Un syndrome d'éloge secondaire à une compression sous plâtre. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil, il y a des arguments discriminants. D'abord, les arguments discriminants pour le syndrome d'éloge versus la compression sous plâtre, c'est que il n'y a pas de disparition des signes neurologiques après l'ablation de l'immobilisation. Les signes neurologiques, ils s'installent progressivement
ça commence par une douleur, ensuite c'est les troubles sensitifs des paresthésies, et ensuite c'est les troubles moteurs. Normalement, si c'est une compression sous plâtre toute bête, vous enlevez le plâtre ou vous le bivalvez, et il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème, il y a une régression des signes. Si ça persiste, c'est qu'il faut chercher encore. Il faut chercher ailleurs, il faut chercher un syndrome d'éloge secondaire à la compression. Les autres arguments, c'est la loge musculaire tendue à la palpation. Alors ça, c'est un argument très fort. Dans une compression sous plâtre, après ablation du plâtre, vous palpez la loge musculaire, on a levé l'élément obstructif, qui était le plâtre. Il n'y a pas de raison que les loges musculaires soient tendues. Si elles le sont, c'est qu'il y a autre chose, il y a plus grave. Et vous pouvez aisément, dans la plupart des services d'urgence maintenant, prendre des pressions des loges musculaires, ça se fait très facilement aux urgences. C'est pas du tout un examen ultra spécialisé. C'est un examen qu'on fait très simplement à l'aide d'un appareil spécifique. Et la norme, c'est des loges qui ont une pression inférieure à 30 mm de mercure. Dès qu'on passe au-delà, c'est la confirmation d'un syndrome d'éloge. Quelle est alors votre attitude thérapeutique en la justifiant? C'est une urgence chirurgicale absolue. Une urgence chirurgicale absolue, c'est 3 mots indispensables à préciser. Urgence parce qu'il faut le faire tout de suite, chirurgical parce que c'est un traitement chirurgical, et absolu parce que si vous ne le faites pas, il y a des complications gravissimes. Gravissimes. C'est l'urgence chirurgicale absolue en traumatologie. Comment ça se passe? Au bloc opératoire, sous anesthésie et asepsie stricte, on fait une aponévrotomie de décharge. En fait, ça consiste simplement à ouvrir les loges musculaires dans lesquelles a lieu la surpression. C'est simple et c'est redoutablement efficace. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on doit ouvrir toutes les loges musculaires. Toutes les loges musculaires. Vous n'avez rien dans cet énoncé qui vous permet d'avoir un diagnostic un terrain neurologique précis, un territoire neurologique précis. Vous ne savez pas de quel nerf il s'agit, vous ne savez pas de quelle loge il s'agit. On ouvre toutes les loges. Toutes les loges de l'avant-bras, c'est indispensable. C'est pareil pour les jambes, un certain nombre de loges, on ouvre toutes les loges du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de nécrose musculaire et de rétraction irréversible évoluant vers un syndrome de Volkmann. Le syndrome de Volkmann n'est pas un synonyme du syndrome d'éloge. Le syndrome de Volkmann, c'est l'évolution du syndrome d'éloge. La rétraction musculaire de muscles nécrotiques au décours d'un syndrome d'éloge. C'est une catastrophe fonctionnelle. Une catastrophe fonctionnelle. Il n'y a vraiment pas de traitement, même palliatif, qui puisse permettre de l'éviter, enfin d'avoir une fonction correcte au décours. Donc vraiment, le seul traitement qui est redoutablement efficace sur le syndrome d'éloge, c'est le traitement préventif. Voilà, donc c'est indispensable. Et comment prévenir le syndrome de Volkmann? En formant dans les loges dès qu'il y a une compression qui n'évolue pas de manière favorable après ablation du plâtre. Donc la question 7, le problème est finalement d'évolution favorable. On n'est pas dans un syndrome d'éloge, on est dans une compression simple sous plâtre. Et vous revoyez la patiente au 2e mois. Elle s'effondre en sanglots, elle se plaint de douleurs atroces, poignet inflammatoire, la poélie est suintante et il est très douloureux à la mobilisation. Quel diagnostic suspectez-vous et sur quels arguments? Eh bien, on suspecte une algoneurodystrophie du poignet droit. Une algoneurodystrophie, d'accord, du poignet droit, il faut quand même préciser de quel côté il s'agit. En phase chaude, la phase chaude, c'est la première phase. Pourquoi? Eh bien, il y a une impotence fonctionnelle douloureuse du poignet, à la fois de manière active et de manière passive. Donc ça, l'impotence fonctionnelle douloureuse, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas oublier, parce que c'est le plus criant cliniquement, et c'est en général ce qui pose le plus de problèmes aux malades. Les autres arguments, c'est les troubles trophiques vasomoteurs, avec un œdème, un suintement. Tout ça, ça va rendre vers une phase chaude d'algodystrophie. Ensuite, il y a le fait que c'est une femme d'âge moyen. C'est pas une femme de 90 ans, c'est une femme qui a un âge moyen. Et il y a l'antécédent évidemment récent de fracture d'extrémité inférieure du radius. Les causes post-traumatiques d'algoneurodystrophie sont de très loin les plus fréquentes. Le délai est caractéristique, on est à quelques semaines après l'accident. Et il y a aussi le fait qu'il y a eu des complications. Un poignet qu'on traite simplement et qui évolue simplement est moins à même de faire une algoneurodystrophie qu'un poignet qui s'est compliqué. Tout ça, c'est des arguments qui sont empiriques. Il n'y a pas beaucoup d'études dans la littérature qui permettent d'avoir une idée claire sur les causes de l'algoneurodystrophie, etc. Mais c'est des choses que vous observerez cliniquement. Si ça s'est bien passé, ça se passera bien. Et si ça s'est mal passé, a priori, ça va peut-être mal se passer. Donc, il y a cette notion de complication, ce qui est embêtant. Et il y a le contexte psychologique prédisposant. Donc là, c'est la patiente dépressive, on a travaillé depuis 2 ans, etc. Donc c'est vraiment un tableau. Au bout d'un moment, les algodystrophies, vous les sentez venir en consultation au départ, quoi, dès que vous les voyez aux urgences. Question 8. Quels examens complémentaires proposez-vous pour confirmer le diagnostic et qu'en attendez-vous? Donc là, on est dans le cadre de la confirmation diagnostique de l'algoneurodystrophie. Il faut évidemment dire que tous peuvent être normaux. Alors ça, c'est quelque chose, dans quasiment toutes vos questions d'examen complémentaires, quand on vous demande ce que vous en attendez, peuvent être normaux, ça rapporte quasiment toujours des points et c'est presque jamais faux, donc ça coûte pas grand chose de le mettre, sans éliminer le diagnostic bien sûr. D'abord on fera des radiographies standards,
donc qui peuvent être normales, mais qui peuvent aussi montrer une déminéralisation osseuse régionale pommelée, avec toujours un respect de l'interligne articulaire. Ça, c'est très important, l'interligne articulaire est respectée. La déminéralisation osseuse pommelée, elle survient en général pas tout de suite, mais de toute façon, ce signe, la spécificité de cet aspect radiologique, c'est la conservation de l'interligne articulaire bien respectée. Il y a ensuite la scintigraphie osseuse. Donc là, on va chercher une hyperfixation loco-régionale. Scintigraphie, c'est un examen qui est ultra sensible et ultra non spécifique. Donc vraiment, on est content quand il est négatif parce que c'est qu'il se passe pas grand-chose. On n'est pas content quand il est positif parce que ça ne suffit pas à apporter un diagnostic précis. L'IRM, c'est un excellent examen pour l'algonodystrophie, ça permet un diagnostic précoce. Comment? Eh bien, par des images d'œdème intramédulaire avec un hyposignal T1 rehaussé par le gadolinium et un hypersignal T2. Et alors ça aussi, c'est important, il y a un épanchement intra-articulaire à l'IRM. C'est des choses qu'on voit et qu'on doit rechercher. Et donc, quel traitement proposez-vous? Alors, le traitement de l'algonodystrophie, c'est le grand laboratoire. Il n'y a pas de traitement miracle. Il y a beaucoup de traitements qui ne marchent pas. Il faut quand même dire à vos malades que c'est en général des maladies qui évoluent de manière favorable, mais parfois après plusieurs mois, voire jusqu'à 2 ans. Donc patience. La patience, c'est un élément thérapeutique important. Le traitement antalgique, bien sûr. Hein, c'est une malade qui a mal, il faut lui donner des antalgiques. Si nécessaire un traitement anxiolytique, vous voyez que c'est une malade qui est dans un contexte psychologique assez particulier. C'est pas une conférence de psychiatrie, mais a priori, quand même, c'est un réflexe qui vient assez vite. Si elle se met à pleurer à chaque fois qu'elle vous voit, etc., qu'elle est très angoissée par son problème de poignet, il faudra au moins en discuter avec soit son psychiatre, soit son médecin généraliste, soit vous-même introduire un traitement anxiolytique. Il y a maintenant un traitement qui a l'air de marcher assez bien et qui est préconisé par beaucoup de gens, qui est le bloc à la guanethidine. Ça se fait dans les centres spécialisés antidouleurs, c'est des blocs à titre antalgique. Ça semble marcher assez bien. En tout cas, c'est quelque chose un item qui peut être coté à l'internat. Il faut penser évidemment, en phase chaude d'algonodystrophie, à arrêter la rééducation. Parce que ça fait très mal et que ça aggrave en plus l'évolution de la phase chaude. On arrête la rééducation de manière initiale et dès que possible, pour pas laisser le poignet évoluer vers une phase froide raide, dès que possible, dès que ça fait moins mal, on reprend progressivement. Donc on arrête initialement, mais dès que possible, on reprend. Progressivement en respectant l'indolence. Ça, c'est vraiment un mot-clé quasiment pas mis zéro. Un poignet douloureux, ça se rééduque pas bien. Et donc, pour gagner en mobilité et pour permettre une évolution favorable, il faut attendre, longtemps parfois, longtemps souvent, de récupérer une indolence du poignet. La kiné doit se faire dans de bonnes conditions. Les malades ne doivent pas appréhender d'aller chez le kiné. Et ça doit au contraire leur apporter du bénéfice. Ça ne doit pas leur apporter de la douleur et de la perte fonctionnelle. Pourquoi? Afin d'éviter la survenue d'une raideur en phase froide. Donc ce qu'il faut retenir sur ce dossier, d'abord, toute compression sous plâtre qui ne régresse pas à l'ablation du plâtre, c'est un syndrome d'éloge iatrogène suite à la compression sous plâtre. C'est important de faire l'apparition entre les deux. Hein. Le syndrome d'éloge, il ne disparaît pas après ablation du plâtre. Donc vraiment, c'est pas la même chose. C'est pas exactement la même chose. Avant, on mettait de la calcitonine dans l'algonodystrophie. Ça n'a plus l'AMM dans cette indication-là. Il y en a qui le font encore quand même. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez vous abstenir de marquer dans votre copie, parce que ça n'a plus l'AMM. Ensuite, vraiment, les 4 grands temps de la traumatologie, c'est la chose la plus importante à comprendre sur ce dossier-là. C'est réduction, contention, immobilisation, rééducation. Il n'y a pas un dossier de traitement en traumatologie où vous ne devez pas passer en revue ces 4 items-là et voir comment vous pouvez placer ces mots-clés en majuscules si possible. C'est ça qui vous fera gagner des points. Voilà, et voilà donc les items en référence de ce dossier.